Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette reprise après la pause. On va parler désormais, donc toujours dans le thème du carve-out, puisque c'est le thème de la matinée, on va parler du détourage et de sa préparation et de sa maîtrise notamment. Et en introduction, Xavier, vous teniez à dire pourquoi il faut préparer. Et après, je vous laisserai vous présenter les uns les autres. Ça marche pas ? C'est déjà allumé ? Ah oui, parfait. Alors, on s'était dit peut-être qu'on allait très brièvement se présenter pour commencer. Donc, moi, je suis Xavier Gallet, associé chez Accuracy. Honneur aux femmes. Je suis Danielle Boré, je suis associée, Doneda associée, groupe Oasis. Bonjour, Nadège Brieux-Tegro, Global Tax M&A Directeur chez Schneider Electric. Guillaume Dechy, L'Oréal, directeur Corporate Finance. Et je suis Damien Bord et je suis en charge du M&A chez Pierre Fabre. Très bien, donc merci à tous les 5 pour cette présentation. Donc Xavier, pourquoi en fait c'est important de préparer un carve-out ? Très bien. On constate aujourd'hui qu'on est souvent sur en tout cas pour les corporates et les grands groupes, on est souvent sur des sujets qui sont extrêmement compliqués. On est sur des setups avec des organisations internationales, des présences mondiales, des actifs qui sont très imbriqués au niveau commercial, industriel, RH, taxes. Donc on est au cœur de l'ensemble des problèmes industriels, bien évidemment. Donc on est au cœur des problématiques d'une entreprise. Et quand on travaille sur un sujet de détourage et de cession, il faut appréhender l'ensemble de ces problématiques. Et il y a beaucoup de travail préparatoire sur ces sujets-là pour être en mesure de présenter un actif à la cession qui soit viable économiquement dans le futur. Et c'est un des gros sujets également, c'est comment on vend, c'est une chose, mais comment est-ce qu'on pérennise l'actif sur le long terme, c'est une question qui est fondamentale et sur laquelle il faut travailler dès le démarrage. Très bien, on y reviendra justement par la fin. Vous vouliez prendre La réalité, en fait, c'est qu'effectivement, il n'y a pas deux opérations de carve-out qui se ressemblent, avec des niveaux de complexité qui peuvent être très variables en fonction du détourage qu'il y a à faire. À titre d'exemple, le groupe pour lequel je travaille a vendu l'année dernière plusieurs actifs dans le cadre de carve-out. Et c'est sûr que ce n'est pas la même chose de vendre une marque qui va emporter avec elle quelques personnes, donc très asset-like, que des actifs industriels qui vont bien sûr nécessiter beaucoup plus de préparation, de détourage et de zones d'imbrication avec le groupe et donc de difficultés à résoudre. Il y a quand même quelques points communs qu'on retrouve dans tous les carve-out, je pense. La question du périmètre qui revient systématiquement, même si c'est asset light. Et si un jour vous êtes confronté à des carve-out, vous verrez que la question du périmètre revient systématiquement. On pense que c'est simple, on pense savoir ce qu'on va vendre. La réalité, c'est que quand on rentre dans le sujet, il y a de nombreuses zones, encore une fois, d'aspérité avec le groupe. Et du coup, des questions qu'on n'imaginait pas se poser, qu'on se pose au moment de la préparation et qu'on va se poser jusqu'au moment du signing. Donc on pense qu'on est sur un périmètre stable, et c'est rarement le cas. Et puis deuxième sujet, qui est essentiel, bien sûr il faut bien préparer, il faut prendre le temps de préparer. Comme pour toute transaction, il y a l'enjeu on prend son temps pour préparer parce qu'on veut être le mieux armé possible quand on va se confronter au marché. Mais en même temps, on a l'urgence de faire une opération rapide, d'abord parce que le management a décidé et qu'il veut aller vite. Et deuxièmement, parce que comme dans toute préparation, les données sur lesquelles on travaille se périment, en particulier les données financières. Donc plus on prend de temps pour préparer, et plus les équipes qui ont travaillé sur la partie finance voient les données qui sont les comptes de référence, finalement s'éloigner de la période de transaction, avec un risque d'être obligé de refaire une série de travail pour avoir des données up-to-date. Et puis le deuxième point, c'est vraiment le sujet sur les services à mettre en place, gérer la post-transaction. Je pense que ça, c'est absolument clé d'anticiper cette post-transaction, de sensibiliser le management et les équipes au fait que, contrairement à une cession de société, ça ne s'arrête pas le jour où on fait la transaction. Il y a toujours des services qui vont devoir être mis en place pour assurer justement la pérennité de l'activité à laquelle Xavier faisait référence. Et donc, on sait que dans un groupe, une fois qu'une marque, qu'un actif est vendu, on a envie de passer à autre chose. Là, ce ne sera pas le cas. Il faudra continuer à travailler pour ces activités-là
pendant une période pour fournir des services informatiques, des services de production et ainsi de suite. Et ça, c'est difficile de garder les équipes embarquées sur ces thématiques-là. Et donc, il faut bien préparer le management et que le management sensibilise les équipes à ces sujets-là. Oui, peut-être pour rebondir, et je vous laisserai compléter peut-être après, pour rebondir sur le préambule de Xavier. Effectivement, ce qui est très complexe, c'est qu'il n'y a pas de processus clé en main pour mettre en œuvre un carve-out qui contribue à créer de la valeur toujours pour l'entreprise acheteuse. Effectivement, on peut faire face soit à une activité qui est relativement autonome, où on pourrait croire que c'est facile de la céder, ou au contraire, on peut faire face à effectivement une activité qui est totalement intégrée dans des groupes. Pour parler d'expérience, effectivement, au sein du groupe Schneider Electric, on peut avoir des activités qui sont vraiment, comme on dit, embedded, totalement intégrées dans plus de 100 pays et qu'il va falloir carve-outer. Et du coup, je rebondis sur l'importance d'avoir un asset mapping extrêmement précis, de prendre le temps de planifier. Je pense qu'un des mots-clés, c'est vraiment la planification dans ce type d'activité. De mettre en place un processus rigoureux avec des intervenants clés, un process en interne avec un deal management, un divestment manager, de mettre en place un plan de séparation le plus précis possible pour permettre après aux équipes autour de la table de détourer comme il se doit avec les intervenants aussi bien juridiques, fiscaux notamment pour ma part ou sociaux. Et effectivement, dans cette dynamique de préparation active, en tout cas pour la partie fiscale sur laquelle j'interviens, elle est fondamentale et clé pour la réussite du deal, notamment sur les travaux de taxes VDD, donc identification des risques fiscaux qui peuvent être liés à l'activité qu'on va céder pour être au mieux préparé dans le cas des négociations futures avec un acheteur, mais également dans la préparation du structuring, parce que quand on est face à une activité qui est totalement intégrée, il faut trouver la bonne structure qui, comme on ne connaît pas toujours quel sera le profil de l'acheteur, que ce soit un fonds d'investissement ou un corporate, de trouver la structure la plus efficace possible et qui tienne compte des besoins impérieux, pas seulement du taxe, mais aussi juridiques, sociaux, pour embarquer les personnes dans cette aventure. Vas-y, Daniel. Ce que je voudrais souligner aussi, c'est que dans ces opérations, on navigue constamment entre les contraintes juridiques et les contraintes opérationnelles. Nous, sur beaucoup de nos opérations qu'on mène au cabinet, sont des cessions d'entités autonomes, d'activités, donc application de ce fameux L122.12 ou du TUPI dans dans les pays européens. Ça exige tout un faisceau d'indices que les juristes connaissent bien, l'entité économique autonome, le fait qu'elle se poursuive à l'identique au moins au moment du transfert et si possible un petit peu après le transfert. Donc ça, ce sont des contraintes juridiques très très fortes. Et souvent, nos clients veulent les appliquer parce qu'ils vont déjà consentir des efforts financiers sur les opérations qu'ils vont mener. Donc ils n'ont pas du tout envie de mener un PSE, par exemple, ou de faire un transfert volontaire de contrat de travail, parce que qu'est-ce qu'on fait des salariés qui vont rester? Donc ça, c'est un premier point. Et d'un autre côté, on a des contraintes opérationnelles, c'est-à-dire que un ou deux managers sont clés, on ne veut pas les laisser partir, alors qu'ils font partie de cette entité. On en parlait en introduction à cette matinée. Les services informatiques sont souvent complètement imbriqués. Le manager de l'opération, qui est clé pour déterminer l'entité économique autonome, ne veut pas être transféré. Donc on navigue tout le temps entre ces deux contraintes, et on ajoute à cela le fait que pendant les négociations avec un repreneur, le périmètre peut évoluer. Donc ça ajoute aux difficultés, d'où ce qu'on répète depuis le début de cette matinée, c'est anticiper et prendre du temps. Sur la dernière opération que j'ai menée, on devait annoncer c'était une opération d'externalisation, donc on devait annoncer cette opération en janvier, finalement on l'a annoncée en mai, tellement on a eu d'aller-retour sur ces sujets juridiques et opérationnels. Juste sur le timing peut-être, juste pour donner un... Oui. Pardon. Après Guillaume peut-être. Non, mais vas-y.
Non, mais moi, j'allais justement rebondir sur cet aspect de timing que Daniel évoquait. Au risque d'être un peu pessimiste, je pense qu'il faut reconnaître qu'on risque souvent d'avoir besoin de remettre à jour les données financières dont parlait tout à l'heure Damien. Évidemment, le management veut aller vite, mais je pense que c'est un peu le rôle de la direction financière d'essayer de creuser le sujet au départ et de titiller un petit peu le management, de comprendre pourquoi est-ce qu'on veut vendre. Il y a la question qu'est-ce qu'on veut vendre et aussi pourquoi. Parce qu'il va falloir quand même raconter une histoire aux acquéreurs potentiels. D'ailleurs, dans une phase où on ne les connaît pas vraiment, parce qu'on va commencer par un teaser, si on est dans un processus compétitif, un info-mémo, il faut raconter une histoire. Puis il va falloir raconter une histoire, comme disait Daniel, et il va falloir raconter une histoire aux salariés aussi. Les salariés qui peut-être se retrouvent embarqués, puis ceux de la marque à côté qui, cette fois-ci, n'a pas été vendue, mais qui vont forcément se dire, tiens, et la prochaine fois, est-ce que c'est pour nous ? Donc il faut quand même... et puis, pour les acquéreurs, il faut quand même que cette histoire, elle soit porteuse d'une vision. Et c'est toute la difficulté, au départ, dans la planification, de non seulement... Il faut à la fois être super rigoureux, super précis, sur effectivement toutes les zones d'adhérence dans le groupe, effectivement comme ça a été évoqué, l'informatique, l'industrie, l'immobilier, mais également essayer de donner au futur ensemble une cohérence et une vision d'avenir qui soit enthousiasmante pour les salariés, ou en tout cas pas trop anxiogène, et puis enthousiasmante pour les acquéreurs potentiels, parce que si effectivement le propos c'est uniquement de vendre un actif parce que ça marche plus, c'est déclinant, le prix va s'en ressentir aussi beaucoup. Et cette phase où finalement on doit imaginer ce que pourrait être l'actif demain, elle demande aussi un effort de préparation qui est très long. Et donc souvent on va partir sur un jeu de compte qui est provisoire, enfin qui a une date T. Peut-être là on peut partir sur des comptes à fin juin, des comptes à fin septembre. Mais dans 6 mois, on sera encore dans la phase de préparation. Donc il faudra... Mais une fois qu'on a fait le travail une fois, c'est peut-être un peu... C'est en général beaucoup plus rapide de faire une mise à jour d'un exercice de carve-out qu'on a pro forma au niveau des comptes financiers qu'on a déjà réalisé une première fois. Donc juste pour rajouter un élément sur le timing, je pense qu'effectivement, il faut trouver le juste point d'équilibre. Il faut prendre le temps de la préparation, mais à partir du moment où le management d'une activité sait qu'une opération risque de se passer, on voit bien souvent au fil des mois un certain délitement qui s'opère dans les opérations. Donc il est essentiel de garder également un timing pour conserver un actif dans un état qui soit le plus proche de celui qu'on envisage au moment de la cession. Et parfois il y a cette appréhension, on voit des activités qui sont un peu mises de côté dans un groupe parce qu'on sait qu'a priori c'est une activité qui va être vendue. Et donc la direction commerciale s'en préoccupe peut-être un petit peu moins. Les industriels s'en préoccupent un petit peu moins, on fait moins d'investissements, moins de capex. Donc il faut trouver le juste point d'équilibre entre une phase de préparation qui est indispensable, essentielle, et on ne peut pas aller trop rapidement sur le marché en n'étant pas prêt, et essayer de garder un timing ambitieux pour préserver au maximum l'actif. Alors là, ça demande, d'ailleurs, tout à fait d'accord, ça demande quand même beaucoup de discipline, et là, c'est à la direction financière de jouer un peu les chefs d'orchestre, financiers et juridiques vis-à-vis des opérationnels, qui ont souvent beaucoup de mal, effectivement, à distinguer les phases où il y a un projet, les phases où on a signé, et la phase où on close. On a quand même, en général, n'importe quel acquéreur, tout un jeu de garantie pour exprimer que le business a été géré, alors avant, on disait en bon père de famille, maintenant, c'est dans le cours raisonnable des affaires, jusqu'au closing. Donc, c'est à nous aussi un peu de faire la police en interne pour bien rappeler quelles sont les dates clés, les engagements. Et j'allais dire, il faut presque même en faire plus jusqu'au closing que de laisser l'actif comme si on n'était plus propriétaire. D'accord. Damien, et puis après Nadège. Non, pour abonder sur la phase de préparation, il y a, je rejoins totalement ce qu'on dit, ce qui a été présenté par les copanélistes. Il y a un autre aspect de la phase de préparation qui est, donc on va commencer par définir le périmètre, et en fait on se rend compte que souvent, après avoir enclenché le travail, ce qu'on va vendre, ce qu'on va présenter au marché n'est pas ce qu'on pensait vendre.
parce que le périmètre a évolué, parce que aussi la rentabilité de l'activité qu'on présente n'est pas celle qu'on pouvait, enfin une fois détourée, n'est pas celle qu'on pouvait présenter dans le groupe, parce que nos données sont des données de contrôle de gestion avec des règles d'imputation qui ne reflètent pas totalement la réalité. Donc voilà, donc il y a plein d'aspects qui vont jouer. Et du coup, ça nécessite effectivement d'abord de bien faire cette phase de préparation. Mais surtout, ça pose une autre question en termes de typologie d'acquéreur qui a été abordée tout à l'heure par Guillaume, c'est à qui veut-on vendre cet actif ? Et on a deux grandes populations, donc les fonds et les industriels. Et la réalité, c'est qu'à mon sens, malheureusement, enfin de notre expérience, de mon expérience, on ne se pose pas assez cette question tôt dans le process. Il y a des actifs qui malheureusement ne sont éligibles que pour les industriels. Et il y en a d'autres qui peuvent être accueillis, des activités qui peuvent être accueillies par des fonds ou des industriels. Mais il y a vraiment une typologie d'actifs sur laquelle on va aller au-devant de grands problèmes si on essaie de la vendre à des fonds, parce qu'il y a de tels niveaux d'imbrication, il y a de tels niveaux de dépendance que la maison qui, le plus logiquement, peut les accueillir, c'est un acteur industriel. Et donc, faire un travail de préparation, de présentation de comptes stand-alone, de marketing pour des fonds, va être juste une perte de temps, en fait. Juste pour peut-être compléter et rebondir sur l'aspect timing, où effectivement, il y a deux aspects très importants. C'est d'abord la communication en interne. Il faut pouvoir la gérer correctement, dans la mesure où quand le top management annonce quelque chose et que un projet de cession d'actifs et qu'en fait tout le processus en amont se met en œuvre, etc., ça prend beaucoup de temps. Le diable est dans les détails, comme on l'a dit, et plus on avance dans le processus de mapping des assets, plus on se rend compte qu'effectivement il faut ajuster. Donc ça pousse tous les intervenants à avoir une capacité d'adaptation assez folle. Ça prend beaucoup de temps. Pourquoi ? Ça prend du temps et il faut prendre ce temps-là pour justement garder la valeur. Puisque après, quand on va sur le marché, si on a une idée la plus précise possible, c'est qu'on a acquis un niveau de confort suffisant pour amener un projet pérenne chez quelqu'un d'autre. Parce qu'effectivement, un projet de carve-out, par définition, ça peut être s'aligner dans la vision du groupe. En tout cas, c'est la manière dont j'aborde de ça au sein du groupe Schneider. Et par là même, c'est important de dire que quand on cède une activité, c'est pas forcément qu'elle va mal, mais qu'elle pourra être pérenne ailleurs. Premier élément. Et effectivement, sur l'aspect timing, ce qui est important aussi, c'est d'informer et d'éduquer correctement pour que le message passe bien, puisque si une opération de carve-out prend entre le signing et le closing 2 mois ou 18 mois, on n'aura pas forcément la même attractivité en fonction des bidders. Donc, pour compléter justement ce que disait Damien, c'est aussi ça, c'est au-delà du profil des assets qui peut être accueilli par soit un fonds d'investissement, soit par un corporate, il y a aussi toute cette phase de préparation qui conduit à dire le setup et le closing ou la phase d'exécution du carve-out entre signing et closing prendra 18 mois et parfois ça peut justement évincer certains profils d'acquéreurs. Xavier ? Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Damien sur la nature du repreneur, qui à mon avis est une question essentielle, qui est souvent un peu occultée, et ce qui est normal, parce quand on décide de céder une activité, on n'a pas forcément encore complètement établi la liste des acquéreurs potentiels. Juste pour prendre un exemple très concret de ce qui m'est arrivé il y a quelques années pour un groupe présent à cette table, on a commencé à travailler sur un projet de cession, on a commencé à travailler sur les comptes pro forma, on était préparé, on a commencé à contacter des investisseurs. Dans ces investisseurs, il y avait des fonds de private equity, et le fonds de private equity est venu nous voir en nous disant « Écoutez, c'est bien beau tout ce que vous me racontez, mais moi j'ai besoin d'avoir des comptes audités. » Évidemment, avoir des comptes audités sur un périmètre de transaction compliqué, c'est un exercice qui est quasiment impossible à réaliser ou extrêmement compliqué. Donc on est reparti travailler, on a pris 6 mois, on a travaillé avec EY, on a fini par sortir des comptes audités au forceps sur un périmètre assez complexe. On est retourné voir l'investisseur. Entre-temps, l'investisseur, le business, c'était ce que je disais, le business commençait un petit peu à souffrir d'une période d'activité un peu morose.
Et finalement, le deal ne s'est pas fait. Et on avait mal anticipé, je pense, cette problématique avant d'aller les voir. Et donc, ça peut paraître un sujet mineur quand on commence à discuter de problématiques opérationnelles, de go-to-market, commercial, RH, etc. Ceci dit, la nature du repreneur peut devenir vite un exercice et un enjeu important dans la transaction. Alors après, il ne faut pas se décourager. Nous, on a systématiquement cette réflexion. Est-ce que c'est plutôt dans la façon dont on va préparer la documentation de vente, la VDD, est-ce qu'on s'adresse plutôt à des industriels ou à des fonds de private equity? Et sur les 2 dernières, j'allais dire, sessions les plus importantes qu'on a faites, chaque fois on a été détrompé par la réalité. On a vendu il y a 4 ans The Body Shop qui faisait à peu près 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Et c'était historiquement peu intégré dans le groupe, donc c'était autonome, donc assez naturellement on pensait que ça allait, surtout en plus on avait été approché de façon un peu officieuse par des fonds de private equity, donc on s'adressait à des fonds de private equity. Bon, évidemment on a fait quand même un appel d'offres, et à l'issue de l'appel d'offres, le mieux disant, tout critère confondu, c'est avéré être le groupe brésilien Natura, qui était un fabricant cosmétique comme L'Oréal. Donc ça a quand même pas mal changé l'issue du deal, des travaux de TSA. Et à l'opposé, on a vendu il y a 2 ans la marque Roger Gallet, une vieille marque que vous connaissez peut-être en pharmacie, qui elle n'était pas du tout autonome, totalement intégrée dans le groupe. Donc là, on s'est dit ça ne peut intéresser qu'un stratégique. De toute façon, ça ne peut marcher qu'avec un stratégique. Et ben les deux on n'a pas eu des milliers d'acquéreurs, mais les 2 principaux acquéreurs étaient des fonds d'investissement qui, par hasard, avaient racheté plusieurs, ou étaient en train de racheter plusieurs actifs dans le même domaine, et se disaient, de toute façon, je vais devoir mettre en place des structures. Donc, c'est aussi ça complexifie l'exercice, parce que, en cours de route, et c'est extrêmement structurant, comme vous disiez. Et il y a un aspect en lien avec les aspects ressources humaines que vous évoquiez, avec la choix de la typologie de repreneur, c'est que si on veut s'adresser à un fonds et qu'on veut bien valoriser l'actif, on a besoin d'un champion interne qui va porter le projet. Alors au minimum un champion, mieux si c'est une équipe. Et là, ça pose la question pour lui, en fait. D'abord, à mon sens, il faut que surtout cette équipe ou ce champion interne, il soit le vendeur de l'opération, c'est-à-dire qu'il participe à la phase de préparation, mais surtout pas à la phase de marketing du dossier. Donc au-delà des management presentations, il y a toujours des tensions fortes en fait avec l'équipe qui porte le projet quand on est dans une phase de marketing, parce que c'est un projet dans lequel ils auront investi beaucoup d'énergie, dans lequel ils se sont totalement projetés, et il y a toujours la possibilité que ce projet leur échappe si l'acquéreur est un acquéreur industriel. Donc il y a cette complexité vraiment à gérer, et donc si j'ai un conseil à donner sur cette partie-là, c'est qu'il faut surtout que cette équipe-là soit participante au projet, mais absolument pas sponsor du projet auprès de la direction générale, et en tout cas uniquement associée dans la phase de préparation et vraiment sortie dans les phases ultérieures de négociation. Ça peut paraître une évidence, mais dans la réalité, c'est assez touchy à piloter, parce qu'il faut garder le manager motivé. Il faut garder cette équipe-là motivée, il faut leur donner de la visibilité. Et aussi, si on fait ce choix-là, ça veut dire qu'on peut inclure un panel d'acquéreurs industriels, mais qu'il va falloir quand même inclure beaucoup de fonds d'investissement. Et la logique voudrait quand même qu'on ait plus d'acquéreurs PI que d'acquéreurs potentiels industriels, encore une fois, pour maintenir la motivation de cette équipe-là. D'accord. Et justement, alors, lorsqu'on préparait cette conférence, vous parliez beaucoup justement des personnes clés et des personnes impliquées dans le projet, des tourages. Alors, qui ont choisi, quand, pourquoi et comment on les prépare globalement à cette session? Non, personne? En tout cas, je pense qu'il y a une question que vous avez évoquée, Daniel, tout à l'heure, qui est essentielle, c'est quand même de savoir à quel moment on informe les salariés. Déjà, est-ce qu'il y a des salariés qui vont être transférés? Ça, c'est peut-être effectivement la première question. Vous faisiez allusion à la toupie européenne. Et ensuite,
qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas, de toute façon, à un moment, on va vraisemblablement passer par une phase d'information des salariés, des instances représentatives du personnel. Et là, il y a deux grands... Enfin, notre point de vue, on a testé les deux, il y a deux grandes options. Soit informer immédiatement qu'il y a un projet, mais forcément, si on informe en amont, l'information va être relativement générique, parce qu'on n'a aucun détail à donner. Ou on attend d'avoir un projet parfaitement ficelé, avec tous les détails, mais là, ça suppose qu'en fait, on est très en aval, et ça veut dire que la direction financière, enfin, et tous mes collègues vont devoir travailler en sous-marin, parce que le projet est hautement confidentiel. Et travailler en sous-marin pendant des mois sur un actif qui n'est pas forcément core, c'est assez compliqué, avec le risque de se prendre les pieds dans le tapis. Donc ça induit aussi le choix de l'équipe. C'est difficile d'avoir des project managers qui sont dédiés full-time si le projet est totalement confidentiel. Donc je pense que la notion d'avoir des personnes dédiées suppose aussi qu'on a vraiment une forme de communication sur le projet. Et le deuxième point en lien avec ce que tu évoquais, Guillaume, et on avait parlé lors de la préparation, c'est l'accès à l'information. C'est-à-dire que ce deuxième scénario où on veut garder l'information, enfin l'opération confidentielle jusqu'à son dénouement, alors dans le cadre d'une session d'entreprise, c'est difficile. Dans le cadre d'un carve-out, c'est ultra compliqué parce qu'on a besoin d'accéder à beaucoup plus de personnes pour décrire le périmètre, décrire l'actif, etc. Et donc l'accès à l'information, si on n'est pas en mode projet ou même on a simplement communiqué sur une revue stratégique, ce que tout le monde comprend aujourd'hui, c'est extrêmement, à mon sens, c'est quasiment impossible. Enfin, dans un carve-out avec un certain niveau de complexité, le risque de fuite est supérieur au risque pris finalement en ayant une communication générique telle que tu l'évoquais, Guillaume. Xavier ? Oui, sur les aspects sur la fuite, je pense que c'est un élément essentiel de préparation. Moi, j'ai quelques exemples où, effectivement, on avait essayé de garder un grand niveau de confidentialité en se disant qu'on allait travailler exclusivement au niveau du corporate, mais finalement, on a besoin d'embarquer des compétences informatiques, des compétences RH, des compétences taxes, legal, opérationnelles, commerciales, etc. Donc, à la fin des fins, on a quand même toujours une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de personnes qui sont informées du projet. Et donc, il faut de façon systématique, je pense que c'est un élément essentiel, anticiper la fuite et gérer la crise. Et ça se prépare en amont. Moi, j'ai eu un exemple d'un client qui n'avait pas forcément préparé sa gestion de crise, qui pensait aller faire un conseil d'administration sur un site industriel. Et les salariés avaient entendu parler du projet de cession. Il s'est retrouvé dans une situation où il était filmé, qui était extrêmement inconfortable, à laquelle il n'était pas du tout préparé, d'agressivité des salariés sur ce projet de cession qui était en cours. Effectivement, c'est des choses qui se préparent. Et c'est une question clé d'ailleurs, c'est à partir de quel moment annonce-t-on le projet ? À partir de quel moment lance-t-on les procédures de consultation ? Parce qu'on doit toujours présenter ça comme un projet, et en même temps on doit être suffisamment abouti. Et pendant les procédures de consultation, on peut arriver à changer le périmètre. Moi, c'est ce que j'ai connu sur la dernière opération. Il y a eu beaucoup de... les personnes impliquées étaient N-1, N-2, N-3, donc ayant beaucoup plus d'informations. Et finalement, on a changé le détourage des activités cédées parce qu'on avait accès à plus d'informations. Et donc, ça a remis, pendant les procédures de consultation, ça a remis en cause le périmètre des activités qui avaient cédé. Donc, la question clé, c'est à partir de quand l'annonce-t-on ? Nadège ? Juste pour compléter là-dessus, c'est que finalement, et ça a été abordé au tout début en introduction pendant la plénière, c'est que en fait, l'un des principaux actifs lors de carve-out, ce sont les people. Et finalement, certes, les aspects fiscaux sont très importants, certes, les aspects financiers sont très importants pour porter un projet, mais finalement, si on n'embarque pas les people, le projet ne se fait pas, ou en tout cas, la valeur diminue très largement. Donc effectivement, à partir de quel moment on peut appuyer pour embarquer les personnes, les mettre dans la boucle, c'est quelque chose qui est absolument clé et qui finalement va aussi contribuer à une autre forme de raisonnement et d'anticipation, plus particulièrement sur les aspects structuring.
Parce qu'en fonction de l'activité qu'on carve out, il y a plusieurs manières de le faire. Soit les people, on peut les mettre dans des entités juridiques dédiées quand on cède une entreprise avec une topco et différentes entités en dessous, quand on parle de structuring. On peut tenter de se dire qu'on les transfère directement, si on parle d'un corporate, au sein des entités locales d'un corporate qui accueillerait ces personnes-là, ou parfois on parle de portage. Et pour avoir eu ce type de discussion dans le cadre de la préparation du structuring sur lesquels j'interviens, effectivement, une des données est aussi de se dire, est-ce que, en fonction du profil, le portage est la bonne manière, ou est-ce qu'on a justement un risque de déperdition parce que les personnes ne se sentent plus attachées au business. Donc peut-être que mes co-panélistes ont une expérience pratique de ça, mais en tout cas, c'est des questions qui se posent clairement et qui parfois sont un élément driver du structuring qui, en tout cas dans ma matière, est très importante puisque ça amène à se poser des questions sur les coûts. Donc en amont, c'est primordial. Ça nous amène à la communication et à l'embarquement des équipes, qui est un point clé dans ces opérations de carve-out, parce que si le manager ne suit pas, si les N-1, N-2 ne suivent pas ou ne vendent pas eux-mêmes le projet, ça aura du mal à marcher. Damien, vous vouliez prendre la parole ? Non, je vous rejoins totalement sur la partie manager. C'est vrai que le manager, enfin le porteur de projet, s'il y en a un rôle clé à jouer. Et souvent, les salariés qui équipent un groupe dans lequel ils étaient bien, ça c'est une problématique qu'on retrouve dans les ventes de sociétés, qui n'est pas spécifique au carve-out, mais ne sont pas très heureuses a priori de changer de périmètre. Après, pour revenir sur la question concrète de comment on se prépare, comment on s'organise, nous, il y a un chef de projet chez nous qui est le M&A, qui gère ça dans un premier temps. Donc les discussions périmètres ont lieu uniquement à huis clos, je dirais quasiment avec la direction générale, sur les grands aspects du détourage. Et ensuite, quand on devient live, donc on rentre vraiment dans la phase concrète de préparation, nous, on fait toujours appel à des conseils financiers, parce qu'encore une fois, en interne, on a beaucoup de mal, on a besoin d'une VDD un peu solide en général, et on a beaucoup de mal à nous sortir les comptes en interne, on n'a pas les ressources qu'il faut pour. Et puis, au minimum, un conseil, bien sûr, légal, une banque d'affaires possiblement, et voilà, et un conseil stratégique. Encore une fois, le conseil stratégique, pour moi, il est important, surtout s'il y a... alors ça peut paraître contre-intuitif, mais surtout s'il y a un porteur de projet, parce que les industriels, de toute façon, ils n'achèteront pas vos business plans, ils feront différemment, etc. Donc on a moins besoin d'être sharp, je dirais, sur la qualité de précision du business plan avec un industriel qu'avec un fonds de private equity qui va vraiment challenger l'équipe de management sur le déroulé du business plan. Et donc là, possiblement, faire intervenir un conseil stratégique, ça peut avoir du sens pour établir le BP. Justement, vous parlez... Ah, allez-y. Peut-être l'intervention des conseils, elle est fondamentale si on est dans un processus où on veut vendre l'actif par un appel d'offres. Je serais peut-être plus nuancé sur un gré à gré. Il nous est arrivé de vendre des usines isolées où on avait un repreneur auto-déclaré. Bon, en gré à gré, on arrive, et encore dans ces cas-là, on fait quand même appel à un conseil financier pour être sûr d'avoir un jeu de compte béton. Mais en appel d'offres, sauf à ce que votre entreprise ait des ressources considérables, la masse de travail qui arrive tout d'un coup, particulièrement après la diffusion de l'infomémo, c'est comme un tsunami. Si vous avez plusieurs acquéreurs intéressés qui vont vous inonder de questions, et particulièrement sur l'aspect carve-out, on a des ateliers carve-out qui durent parfois 2 jours avec un seul acquéreur. Alors sur la dernière acquisition, on en avait 7. Je ne sais pas si vous imaginez 14 jours d'ateliers carve-out qui mélangent des compétences recherche, industrie, RH, métier, commerce. C'est juste... ça demande, et en plus, on est quand même tenu d'apporter des réponses cohérentes d'un acquéreur à l'autre. Donc, il faut avoir vraiment le support de conseils qui vont pouvoir gérer juste cette communication avec les acquéreurs. Et sur cet aspect-là, c'est clé dans l'exécution de la transaction et sur les économiques qu'on va retirer de la transaction. Je m'explique, les services qui vont être présentés, enfin la séparation et les services qu'on va devoir fournir aux repreneurs pour maintenir l'activité. Donc on évoquait tout à l'heure
l'informatique. Il ne s'agit pas d'une société autoportée, donc il va falloir lui fournir des services informatiques pendant une durée donnée, des services industriels, pourquoi pas continuer à fabriquer pour elle un certain nombre de produits. Enfin, il y a une panoplie de services. Il faut être hyper précis. Je rejoins totalement Guillaume. Cette partie de la préparation est vraiment clé parce qu'elle aura des impacts financiers. Elle peut avoir des impacts financiers colossaux et non anticipés post-transaction. Et ça, c'est donc c'est vraiment une partie de la préparation qui diffère beaucoup de la vente d'une société. C'est, bien sûr, il y a la complexité, on ne connaît pas les comptes, il y a le détourage, etc. Mais cette partie post-transaction est absolument primordiale, encore une fois, pour ne pas avoir de mauvaises surprises dans les engagements qu'on prend vis-à-vis des repreneurs et leur tarification. Vous avez parlé de conseils, alors Xavier, je vous donne la parole. Et après non, mais je voulais juste rebondir sur ce sujet-là. Je pense qu'il y a un élément essentiel à garder à l'esprit, c'est que la vie trouve toujours son chemin. Et on est souvent confronté à une problématique extrêmement complexe. Donc on fait appel à beaucoup de conseils comme moi. Il y a beaucoup de travail qui est fait en interne. Et puis à la fin des fins, il y a toujours des challenges qu'on n'arrive pas complètement à appréhender. On ne sait pas comment ça va se passer. Et moi, d'expérience, à un moment arrive le closing. À un moment, tout n'est pas prêt. Et il y a une forme d'intelligence en général qui se met en œuvre entre le repreneur et le vendeur. Et on trouve toujours des solutions à des situations qui paraissaient compliquées parce qu'on n'avait pas accès à l'information, parce que c'était très confidentiel. Les gens trouvent toujours une solution a posteriori. Donc il y a un gros travail préparatoire, il faut avoir balayé un grand champ des possibles pour que les grands sujets soient crantés. Mais à la fin des fins, il faut aussi se dire à un moment qu'il faut savoir appuyer sur le bouton et accepter qu'il y a une zone d'incertitude et qu'on trouvera une solution. Je pense que c'est quand même un élément clé, c'est qu'on ne va pas arriver sur un dossier en ayant intégralement tout couvert. Et ensuite, c'est aux corporates, quand ils discutent entre eux ou entre un fonds de private equity et un corporate, de trouver un chemin. Par exemple, sur les dimensions commerciales, le go-to-market et l'adhésion et l'adhérence avec un groupe, c'est jamais complètement évident, c'est jamais complètement défini. Même s'il y a des accords commerciaux qui sont mis en place, il y a le besoin de rediscuter de ces sujets-là post-acquisition pendant 1 an, 2 ans pour trouver le juste point d'équilibre. Sur des problématiques industrielles, j'imagine quand vous avez vendu vos actifs industriels, vous avez en permanence besoin de continuer à discuter, même si des grandes lignes ont été établies au départ, il y a un besoin de continuer à discuter pendant plusieurs années après la cession, je pense. Et on trouve. Je suis d'accord, et du coup, pour rebondir, c'est que l'histoire ne se finit pas au closing. J'ai envie de dire limite qu'elle recommence, parce que tant pour le vendeur que l'acheteur, voilà, principe de base, on veut faire une belle opération et qu'on continue à créer de la valeur. Mais après le closing, on a signé un SPA ou un BTA, peu importe, et généralement on a des actions qui nous permettent, côté acheteur, de se retourner le cas échéant. Pourquoi ? Pour se couvrir, puisque par définition, on n'a pas forcément pu tout anticiper dans la phase préparatoire pré-signing. C'est aussi là, dans la phase préparatoire côté vendeur, que c'est intéressant de se faire accompagner par des advisors tiers qui font part de leur expérience. Et c'est là où on se pose finalement un grand nombre de questions, puisque tout l'objet de ce travail de VDD, quelle qu'en soit la matière, pas seulement financière ou taxe, mais juridique, real estate, tout, c'est finalement de se poser le plus largement possible un éventail de questions pour être dans l'anticipation et répondre au mieux aux besoins du vendeur et de le mettre dans une position relativement confortable. Parce qu'après vient la phase de négociation et finalement être lié avec un potentiel acquéreur sur plusieurs années lié au SPA. C'est là où finalement l'aventure continue et où on a un besoin de transparence et d'anticipation côté vendeur qui est aussi primordial pour que les relations se passent bien. Puisque finalement, souvent, on peut avoir une communication sur un carve-out, une opération qui est réalisée, mais l'intérêt, c'est aussi que l'histoire se poursuive et se passe le mieux possible pour éviter tout risque réputationnel. Si jamais il y a quelque chose qui se passe mal par la suite, d'où l'intérêt de pouvoir anticiper et trouver au mieux des compromis qui aillent à tous. Daniel, je vous voyais Ah, Guillaume, allez-y. Non, moi je voulais dire une chose, c'est qu'on intervient souvent sur des opérations qui ressemblent finalement à des externalisations temporaires. Quand on recherche un repreneur pour une activité
en déclin ou pour un site qui perd des volumes. Je suis désolée, je reviens toujours sur ce qu'on fait principalement au cabinet, mais voilà, bien souvent, on a des contrats d'approvisionnement entre le groupe qui cède et l'entreprise qui rachète, qui reprend. Et là, effectivement, on doit s'ajuster, le repreneur et le vendeur doivent s'ajuster en permanence. Et ça, pendant plusieurs années, 3 à 5 ans. Donc c'est très important. Et effectivement, nos opérations, effectivement, ça ne se termine pas au moment du closing et de la cession. Oui, il va y avoir tellement d'inconnus post-closing. Il faut quand même, nous en général, on essaie quand même d'avoir tout bétonné idéalement avant le signing. C'est vrai qu'il reste encore, parfois quand on signe, il reste encore quelques zones grises sur les contrats de TSA, donc d'accompagnement post-close. Mais on s'impose quand même de ne pas closer tant que ceux-là ne sont pas totalement finalisés, j'allais dire jusque dans les moindres détails, parce que même quand on a fait tous les détails, il arrive on a quand même de sacrées surprises. Juste avant le Covid, on venait de signer la cession de Roger Gallet et à l'achat, on rachetait au groupe Clarins les marques de parfums Azzaro et Mugler, où c'était un carve-out du groupe Clarins. Donc on le vivait de l'autre côté de la barrière. Tout le bel échafaudage qu'on avait monté, en mars-avril 2020, on a dû renégocier parce que tout d'un coup, le fonds d'investissement qui nous rachetait Roger Gallet n'arrivait plus à recruter de commerciaux parce qu'il n'y avait pas un commercial qui acceptait de démissionner de son entreprise pour rejoindre, de faire un changement. Donc il ne voulait plus closer. Bon, nous, on n'allait pas forcément aller comme les vendeurs de Tiffany, aller en justice, parce que, bon, après tout, il y avait quand même une forme de force majeure. Donc, on va en avoir de tous les côtés des surprises. Donc, il faut quand même être hyper préparé. Et les rares sujets où on s'était pas très bien préparé, où on s'était dit, on va cacher un peu la poussière sous le tapis, en général, la poussière est ressortie assez vite quand même. Et ça rejoint, enfin, ce que vous dites, Guillaume, rejoint un autre point qui est clé, c'est dans la gouvernance du projet. Il faut un accès, il faut que le responsable du projet ait un accès très clair, une ligne directe, je dirais, à la direction générale en permanence. Parce que des sujets de ce type-là, dans la phase de préparation et dans la phase d'exécution, ils sont à trancher tous les jours, en fait, quasiment. Et donc, il faut vraiment avoir accès à la bonne personne, s'il faut DG, peu importe, mais qui soit non seulement en mesure de prendre les sujets, mais de les trancher très rapidement, qui ait toutes les latitudes pour se faire. Sans quoi, ça peut vraiment gripper et la phase de préparation et l'exécution du process. Non, moi j'avais une question pour peut-être aborder un autre sujet sur quand est-ce qu'on démarre, ou quand est-ce que vous démarrez, vous, réellement, les carve-out ? À quel moment ? Après le signing ? Est-ce que vous engagez déjà des opérations de transformation avant le signing ? Ça, c'est une question qui est quand même assez récurrente. Il y a un critère RH qui guide la mise en œuvre des opérations, souvent dans... Je ne sais pas si vous voulez répondre sur ce sujet-là, mais... En fait, on peut, sur le plan RH, en tout cas en France, en Europe, on ne peut pas enclencher les opérations tant qu'on n'a pas consulté les instances représentatives du personnel. Donc on peut faire le travail de préparation, on peut faire toute la préparation qu'on veut, mais on ne peut pas commencer à débrancher les tuyaux ou à les brancher. On ne peut pas signer. Bon, ça, c'est le système de ni put commencer option. à mettre en œuvre, Voilà. c'est-à-dire effectivement débrancher les tuyaux, transférer les salariés. Vous ne pouvez pas faire ça avant la fin des procédures de consultation. Voilà. Après, nous, dans la mesure du possible, au moins sur les opérations les plus structurantes, on n'a pas fait 50 non plus, mais on essaie d'apporter les actifs à des sociétés pré-closing. Pour des raisons fiscales, entre autres. Mais, donc voilà, donc on structure en général les opérations de cette façon-là. Oui, justement, pour rebondir là-dessus, clairement, quand on parle de structuring d'une opération, un des aspects sur lesquels clairement j'interviens, c'est de déterminer pour le groupe qui cède quelle est l'incidence, notamment fiscale. Ce sur quoi, du coup, on détermine l'incidence en fonction de ce qu'on sort. Si c'est plutôt un asset deal ou un share deal, on n'aura pas les mêmes incidences. On s'appuie sur une valeur estimée, en tout cas, en interne.
Je m'appuie également sur des conseils externes tels qu'Accuracy, justement pour déterminer comment on peut allouer la valeur entre les différents assets, puisque le coût inhérent de l'opération ne sera pas le même d'un pays à l'autre. Donc forcément, quand je regarde tout ça, à part certaines opérations qui peuvent être faites de manière neutre d'un point de vue fiscal, la recommandation que je fais généralement, c'est de tout mettre en œuvre entre signing et closing. Outre les considérations justement plus en Europe de consultation obligatoire, etc., où là, justement, du coup, on met le doigt dans l'engrenage de la communication et toute la discussion qu'on a pu avoir. Effectivement, je recommande de mettre en musique cette opération de carve-out entre signing et closing. Déjà, d'une part, pour avoir un deal certainty, le fameux mot magique de se dire finalement on a trouvé un preneur, donc ça va vraiment se faire, puisque si on met en musique et qu'on fait plein de carve-out et que pour X raisons, qu'elles soient conjoncturelles ou autres, on ne trouve pas un preneur, finalement on a engagé des coûts upfront qui n'avaient pas lieu d'être. Et ensuite on a aussi à se confronter à la vraie valeur qu'un potentiel repreneur va pouvoir offrir au business, et on peut sur la base de chiffrage, de multiples d'EBITDA, etc., avoir une anticipation d'une valeur pour un business. Mais finalement, si en face c'est beaucoup plus élevé ou beaucoup moins, on peut avoir une incidence impactante là-dessus. D'où ma recommandation sur le timing. D'accord. Il nous reste 1 minute. Alors, ça vous fait 12 secondes chacun. J'ai un ancien patron qui disait le M&A, c'est la pire des solutions, c'est qu'on n'a pas réussi à développer en interne. Le carve-out, c'est la pire des solutions pour la cession, c'est-à-dire que, bien sûr, c'est faisable. Si on peut l'éviter, c'est mieux. C'est-à-dire que si on a cette volonté de cession dans un plan stratégique à moyen terme, le mieux, c'est de séparer la division, de l'amener à une société, de maximum la staffer pour qu'elle soit autoportante et de la séparer le jour venu. Typiquement, nous, sur les petits actifs, on recommande clairement plutôt des fermetures qu'une session carve-out. Il y a une sorte de coût minimum pour l'organisation, de complexité minimum, qui fait que, alors en interne, c'est à peu près à partir de quel seuil ça vaut la peine d'enclencher un processus de vente versus tout simplement fermer l'activité. Moi, je dirais qu'un carve-out, c'est plutôt un beau succès par rapport à un PSE et à une fermeture de scie. Quand je parle de petits actifs, l'idée d'un petit actif, c'est que sa fermeture ne va pas entraîner un PSE. Si on en est déjà au stade du PSE, en tout cas chez nous, c'est que c'est déjà plus un petit actif. Ouais. On est d'accord. Très bien. Non, pour conclure, je dirais juste que même si c'est très complexe, une opération de carve-out, c'est quand même un magnifique projet de collaboration entre différentes équipes qui ne sont pas toujours amenées à se parler. Donc voilà. Très bien. C'est vrai que c'est un instrument de motivation, je pense. Effectivement. Un projet d'entreprise. Oui. Très bien. C'est bon. Merci beaucoup à tous les 5. Si vous avez des questions pour eux, je vous invite à les poser en privé. Et sinon, cette salle va accueillir la conférence, justement, on parlait des repreneurs, sur fonds d'investissement et carve-out, le duo gagnant.